Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live du jour. On est à notre deuxième jour du défi Une maison organisée et légère. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie du premier live qu'on a fait ensemble hier. Vous avez été une vingtaine de connectés, plus de 50 personnes à regarder le replay et ça, c'est vraiment top. Alors, je vais admettre les personnes qui sont en cours d'arrivage. Bonjour et bienvenue à vous toutes. Bienvenue pour ce nouveau live. Alors, il est tout juste midi, donc on va laisser quelques secondes avant que les personnes arrivent. Voilà, vu qu'il est tout juste midi. Donc, juste pour piqûre de rappel, nous sommes partis pour 5 jours de live ensemble. Donc, nous avons eu notre premier live hier. Le replay est disponible. Vous avez reçu un mail ce matin avec toutes les informations et vous avez également eu le lien pour la session offerte que je vous offrais. Donc, les personnes qui sont déjà arrivées, bienvenue à vous. Pouvez-vous juste me mettre dans un petit commentaire dans le chat pour me dire si on m'entend bien et si on me voit bien? Comme vous le savez, c'est la première fois que je fais des lives sur Zoom parce que je voulais vous partager des diapositives avec des cas concrets, des photos avant, après dans les prochains jours. Et du coup, voilà, je ne sais pas si ça fonctionne bien. C'est pas aussi intuitif que sur Facebook. Donc, n'hésitez pas vraiment à me dire si c'est bon pour vous. Voilà. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, je vais commencer à vous partager les premières diapositives et les personnes arriveront en cours de route. Comme à chaque fois, nous avons un temps de questions-réponses à la fin de ce live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vous y répondrai. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur le groupe Facebook ou à m'envoyer un mail si vous n'avez pas rejoint le groupe Facebook et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, du coup, je vais vous partager la diapo du jour. Hop, voilà. Alors, je vais me remettre au début. Alors, grille d'affichage, ça, je vais le réduire. Voilà. Alors, si vous pourrez me dire dans le chat si on voit bien ma diapositive, ce serait parfait pour que je puisse commencer en étant sûr, pardon, qu'il n'y ait pas de bug. Hop. Alors, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent encore. Vraisemblablement, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va faire un live pour savoir par où commencer pour désencombrer efficacement votre logement. Demain, on va refaire un live sur comment, cette fois-ci, ranger votre logement, ranger les pièces de votre maison et les placards pour que tout reste rangé. Le jour 4, donc jeudi, nous allons voir comment transformer votre intérieur en un cocooning apaisant, parce que c'est pas le tout de trier et organiser votre maison. Des fois, il y a des petites choses en plus à faire pour vous sentir mieux. Et enfin, le jour 5, je vous donnerai les 5 secrets des maisons qui sont toujours rangées et en ordre. Alors, pour celles qui ne l'ont pas encore vu dans le replay d'hier, vous avez la possibilité d'avoir une session avec moi de 30 minutes qui est complètement offerte où je vais vous aider à vraiment répondre à toutes vos questions pour les blocages que vous avez. Parce que comme je vous l'ai expliqué hier, vous ne pouvez pas tout avoir la même méthode, vous ne pouvez pas tout avoir la même organisation, etc. Parce que chaque famille est différente. Vous avez tout eu un passé, vous avez toute une composition de foyer différente, vous avez toutes des tailles de maisons différentes, etc. Donc, ce qui fait que forcément, il n'y a pas qu'une méthode que je peux vous donner que vous pouvez appliquer. Il va falloir faire un petit travail de réflexion. Donc, si vous voulez que je vous aide, c'est complètement OK et gratuit. C'est 30 minutes offertes avec moi. C'est un vrai coup de pouce. Je vous remettrai le lien à la fin de cette session dans le chat, mais vous savez que vous avez aussi la possibilité de retrouver l'information sur les mails que vous avez reçus ou sur le groupe Facebook. Alors, admettre tout le monde. Voilà. Bienvenue à toutes celles qui sont encore en train de nous rejoindre. Du coup, je reviens sur mes diapos. Donc, aujourd'hui, notre live du jour, c'est par où commencer pour désencombrer efficacement.
Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir que pour commencer à trier efficacement votre maison, eh bien, avant tout, il ne faut pas se lancer la tête baissée, d'accord? Parce que sinon, forcément, vous allez échouer. Donc, nous avons trois pièges à éviter. Donc, déjà, c'est le manque de méthode. En général, si vous triez sans plan, sans avoir réfléchi en amont à ce que vous voulez faire, c'est sûr que vous allez vous épuiser en vain, pardon. Ensuite, la méthode de vouloir tout sortir d'un coup, c'est en général le chaos garanti et c'est le découragement assuré. Et surtout, eh bien, un des pièges qu'on peut éviter, c'est de vouloir forcément impliquer tout le monde, toute la famille, dès le début, dans votre désencombrement, et ce qui risque d'être un blocage ou un conflit, au sein de votre famille. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre maison, en fait, c'est tout un écosystème à comprendre, OK? Et pour réussir votre tri, il faut tout d'abord observer votre maison dans son ensemble. Alors, il y a des problèmes récurrents qu'il y a dans les maisons. Ce sont en général les placards qui sont surchargés. Plus vous n'avez plus de place dans vos placards, en fait, parce que les objets du quotidien, eh bien, ils sont toujours à l'extérieur. Donc, en fait, je reformule, c'est-à-dire que vous avez tellement d'objets dans vos placards que vous gardez depuis tellement d'années et qui ne sont pas forcément utiles et ils sont pleins à craquer, que tous les objets que vous utilisez réellement au quotidien, en fait, eh bien, ils restent dehors parce qu'on n'arrive pas à ranger correctement. D'accord? Donc, ça peut être de l'administratif que vous n'arrivez pas à ranger. Ça peut être des jeux de société de vos enfants que vous n'arrivez pas à ranger. Ça peut être dans votre cuisine certains ustensiles ou robots ménagers que vous avez achetés dernièrement, ou peut-être même des ingrédients comme des épices, le sel, le poivre, tout ça et tout, que vous n'arrivez pas à ranger correctement parce que vos placards sont trop encombrés. D'accord? Ensuite, dans votre maison, vous avez des autres problèmes courants qu'on appelle les points chauds. Alors ça, les points chauds, il peut y en avoir partout dans la maison, mais en général, ce sont des petites zones dans lesquelles il y a des objets divers qui vont s'accumuler. Par exemple, ça va être la table de du salon salle à manger. Ça peut être un rebord de fenêtre. Ça peut être une étagère. Et ça peut être aussi votre meuble d'entrée. Je vous donne un exemple concret, ça vous parlera plus. Mais par exemple, dans votre meuble d'entrée, dans votre entrée, vous aviez un meuble et dessus, vous avez mis un petit panier pour y poser vos clés quand vous rentrez de la maison. Au début, c'était bien décoré, bien trié, organisé, et il y avait ce petit panier, et vous avez commencé à y mettre vos clés. Et puis un jour, il y a peut-être votre conjoint qui a commencé à mettre son téléphone portable. Et puis du fait qu'il y avait le téléphone portable, il a commencé à avoir aussi les chargeurs de téléphone qui sont mis dedans. Et puis un jour, peut-être que votre enfant a posé son bonnet et son écharpe dans ce fameux panier près de l'entrée, sur ce fameux meuble. Et au fur et à mesure du temps, ce meuble qui était à la base juste une décoration avec juste un panier pour les clés est devenu un aimant à tous les objets qu'on peut poser quand on rentre de la maison. Vous voyez? Donc ça, ce sont des points chauds. Ça peut être aussi une étagère d'une bibliothèque. Au début, c'était juste pour mettre quelques éléments de déco. Et puis finalement, vous avez rajouté des livres. Et puis au bout d'un moment, les livres ont attiré des magazines. Et puis la déco a amené des petites créations que vos enfants ont créées. Et puis ces créations que vos enfants ont créées, que vous avez mis en valeur, ça a commencé à devenir un aimant à tout ce qui va être les petites figurines Kinder, par exemple, pour faire une collection. Et là, c'est devenu un point chaud. Et ensuite, le problème récurrent qu'on va voir dans les maisons, ce sont les mélanges de catégories. C'est-à-dire que vous avez des objets qui ne sont pas à leur place. Par exemple, dans la cuisine, il peut y avoir des papiers, l'administratif, alors que normalement, c'est que de l'alimentaire. Dans votre salon, vous pouvez avoir des vêtements, etc. Vous voyez, ce sont des choses qui se mélangent. Et bien sûr, tout ça, ça a un impact sur votre quotidien. Ça a une sensation de devoir toujours ranger en permanence sans jamais y arriver. Parce que comme je vous expliquais, vu que vos placards, ils sont pleins à craquer d'objets dormants, ben, tous les objets que vous utilisez réellement tous les jours, ben, vous ne pouvez pas les ranger. Donc, c'est toujours le désordre. Ça crée donc un désordre visuel et une charge mentale accrue. Et c'est une perte de temps à chercher les affaires qui sont mal rangées. Donc, du coup, concrètement, il faut faire une pièce, une fonction. D'accord? Donc, il faut définir et identifier les intrus. Pour chaque pièce, il faut identifier une fonction. Et les fonctions, forcément, sont rattachées à des objets. Donc, par exemple, je vous l'ai dit, dans le salon, on ne va pas mettre, par exemple, des produits de beauté ni des vêtements. Dans votre cuisine, vous n'allez pas mettre des loisirs créatifs ni des jouets. De même que dans votre chambre, vous n'allez pas forcément stocker des outils ni de la nourriture. Alors,
quand vous me lisez, ça vous paraît un peu aberrant ce que je dis, mais sachez que ça peut arriver très très vite, ce genre de situation. Ça peut arriver, c'est quand vous arrivez par exemple dans un logement qui est à la base déjà petit et que vous êtes une famille nombreuse et que si vous ne faites pas du tri régulièrement, eh bien effectivement, par exemple, dans votre cuisine, si elle est assez petite et que vous achetez énormément de vaisselle, d'électroménager, etc. et tout, ben, au bout d'un moment, vous n'avez plus de place pour le stock de nourriture qui, lui, doit toujours rentrer parce que forcément, il faut manger. Eh bien, le problème, c'est que vous risquez de dire que vous allez stocker, par exemple, de la nourriture dans le placard de l'entrée, par exemple, et vous allez peut-être stocker de la nourriture, je l'ai déjà vu dans certains appartements, dans votre chambre à vous, parce qu'il n'y a plus de place dans votre cuisine. Sauf qu'au final, si vous regardez bien votre cuisine, il y a peut-être trop d'objets qui ne servent à rien du tout et qui prennent la place de la nourriture. Donc, bien sûr aussi, il y a des pièces que l'on peut avoir créées avec une fonctionnalité spécifique. Ça, c'est bien souvent, c'est quand on a des grandes maisons avec des sous-sols complexes, etc. On peut avoir créé des petites pièces dans ce sous-sol-là, ou même dans une maison qui était grande, en se disant, on a une petite pièce buanderie, on a une petite pièce garde-manger et on a une petite pièce atelier bricolage. Et en fait, celle-ci, au fur et à mesure des temps, en fonction des travaux, en fonction des choses qui rentrent dans la maison, etc., eh bien, potentiellement, ces pièces-là se sont toutes mélangées. C'est-à-dire que dans votre buanderie, à un moment, vous avez mis des packs d'eau, et puis dans votre garde-manger, vous avez mis vos affaires à recoudre et à réparer en attente de les emmener chez la couturière. Et puis peut-être qu'un jour, monsieur a fait du bricolage dans la maison, mais au lieu de ranger dans son atelier, eh bien, il a reposé ça dans la buanderie, sur un coin de la buanderie, et tout s'est mélangé au bout d'un moment. Donc, la première chose que je vous invite vraiment à faire, c'est une analyse globale de votre maison. D'accord? Donc ça, vous allez faire quelque chose de très, très simple. Vous allez tout simplement prendre une feuille blanche et vous allez dessiner le plan de votre maison. Donc, vous allez faire tout simplement des carrés et vous allez marquer, par exemple, chambre, salle de bain, chambre enfant 1, notre chambre, buanderie, etc. Et vous allez donc définir une fonction, voire deux fonctions maximum par pièce. Pourquoi, par exemple, deux fonctions maximum? Parce que, par exemple, dans un salon salle à manger, ça fait déjà deux fonctions, mais potentiellement, vous pouvez avoir un coin bureau administratif si vous faites du télétravail. D'accord? Ça peut être une deuxième fonction. De même que, par exemple, votre buanderie peut être aussi buanderie garde-manger. OK? Mais on se limite à ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est de prendre cette feuille et de regarder dans chaque pièce si vous n'avez pas d'autres catégories d'objets qui n'ont pas cette fonction-là. D'accord? Donc, on redonne l'exemple. Est-ce que dans votre cuisine, vous avez par exemple de l'administratif? Bah, c'est pas logique. Est-ce que dans votre chambre, vous avez du garde-manger? C'est pas logique, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un moyen pour identifier déjà si chaque pièce a bien une fonction définie et si vos objets ne sont pas éparpillés partout dans la maison. De même que sur votre plan, n'hésitez pas aussi à marquer là où vous avez des points chauds. Je vous rappelle, les points chauds, ce sont les endroits où vous avez du bordel qui se met. Et ça, il faut les identifier pour les éliminer. D'accord? Si vous avez un rebord de fenêtre où à la base, il était censé avoir qu'une plante et que c'est devenu un petit aimant à bordel, ben, notez-le ça pour que plus tard, quand vous allez avoir fini de trier votre maison, vous prenez conscience qu'ici, il faut vraiment expliquer à tous les membres de la famille que c'est une plante et qu'on ne prend pas la mauvaise habitude de remettre des choses. Et on le verra dans le live demain, eh bien, comment on fait pour surtout garder la maison rangée. Je vous donnerai des petites astuces. Et enfin, ce que je vous invite à faire comme petit exercice, c'est de prendre aussi votre maison en photo. Vous allez vous mettre dans votre salon salle à manger, vous allez prendre les quatre murs en photo et ça va vous permettre d'avoir un regard neuf sur votre maison. Parce que des fois, le fait de regarder votre maison à travers le téléphone et puis à travers vos yeux du quotidien, parce que vous ne voyez plus rien, vous avez des œillères en fait, eh bien, ça va vous permettre d'avoir de nouveau quelque chose de plus concret sous les yeux. Il y a des choses qui vont ressortir. Alors, je vais arrêter le partage quelque temps et pour voir s'il y a des questions dans le chat. Bonjour à tous. Alors, du coup, on me revoit. Je crois que quand il y a les diapos, on ne me voit pas du tout, en fait. Alors, c'est peut-être frustrant pour vous de ne pas me voir. Donc, je fais des petites coupures intermédiaires. Voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qu'on s'est dit? C'est-à-dire, est-ce que vous vous reconnaissez, dites-le moi dans le chat, quand je vous explique que dans vos placards, vous avez plein d'objets qui n'ont pas été utilisés depuis très souvent. Et c'est pour ça que vous avez du désordre
qui sont partout dans votre maison, mais posés sur une table, posés sur des meubles. Est-ce que ça, vous vous reconnaissez? Est-ce que peut-être que vous vous êtes reconnu sur le fait que vous avez des points chauds comme ça dans votre maison qui sont devenus des aimants à bordel? Ou est-ce que vous êtes reconnu dans le fait d'avoir une maison avec des pièces qui n'avaient plus réellement une fonction précise et que vous avez un peu partout toutes les catégories d'objets mélangés dans votre maison? N'hésitez pas à me dire tout. Alors, je vois que les messages arrivent dans le chat. Oui, alors le 8 de Virginie, je pense que c'est le fait qu'on ne me voit pas à travers les diapos, je pense. Mais ensuite, les objets sont plutôt bien à leur place. En effet, il faut que je vide des objets dans les placards. Donc là, tu vois, on a identifié une première problématique. Donc ça, c'est intéressant de savoir aussi si tu as des freins par rapport à ces objets. Mais voilà, là, on sait que le fond du problème, ce sont les placards. Aurélie, oui, les objets laissés au mauvais endroit. Ouais, ça, on le fait. Alors, on le fait nous à titre personnel, mais les enfants, les conjoints, etc., le font aussi. Mes placards sont plutôt pleins. Je ne veux pas mettre plus de placards, car plus on a de placards, plus on stocke. Eh bien, ça, c'est une erreur qu'on va évoquer également. C'est que beaucoup de personnes, en fait, quand on a un problème d'étouffement dans la maison ou de manque de place, parce que le bordel du quotidien, comme je dis, reste à l'extérieur, eh bien, on a tendance à racheter un énième placard au lieu de se poser la question, qu'est-ce que j'ai réellement dans mes meubles actuels et qui prennent de la place pour rien? Donc ça, c'est bien, on le parle, on l'évoque et du coup, on se dit, non, non, avant de racheter un meuble, on trie. Voilà, eh bien c'est parfait. Écoutez, s'il y a d'autres questions, de toute façon, je reviendrai dessus et je vais vous repartager, hop, la, le reste de la diapo. Alors, je ne sais pas si je peux, je vais regarder quand même voir si je peux afficher ma tête quelque part. Là, ça a l'air de fonctionner. Je pense que du coup, vous pouvez voir ma tête si je la mets ici. Donc voilà pour l'exercice en tout cas de prise de conscience que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, de préférence tant que c'est frais dans votre tête ou absolument cette semaine, pour que vous puissiez commencer votre tri sereinement. Donc on fait le petit plan de la maison, d'accord, et on se définit donc une fonction ou deux maximum par pièce. Après, on regarde pièce par pièce s'il n'y a pas des objets qui n'ont pas lieu d'être en fonction des fonctions qu'on a définies et on identifie les points chauds. Et on prend en photo, hop, notre pièce dans les quatre coins de la pièce pour voir tout ce qui nous sauterait aux yeux et qui est désagréable. La question qu'on me pose souvent quand on veut trier sa maison, c'est est-ce qu'on trie en solo ou on implique la famille? Alors, moi, je vais vous dire, tout va dépendre de votre niveau d'encombrement. Tout va dépendre si vous avez déjà commencé du tri ou pas. Si vous avez déjà commencé du tri et que vous êtes là pour aller encore plus loin et que votre famille est déjà sensibilisée au tri, elle peut trier avec vous. Par contre, si vous n'avez jamais trié ou si vous savez que le tri est une source de conflit avec le conjoint ou avec vos enfants, moi, je vais vous dire qu'il faut commencer par des stratégies évidentes, c'est-à-dire que il faut commencer par les pièces de vie où il n'y a pas d'affection, où il n'y a pas de sentimental et où on n'est pas obligé de se poser 100 000 questions pour trier. Donc, en général, c'est la cuisine et c'est la salle de bain. Je suis sûre que votre conjoint ou vos enfants vont pas vous dire, oh non, horreur, malheur, tu es en train de jeter un fond de gel douche qu'on n'a pas utilisé depuis 4 mois. Ou, oh mon Dieu, tu jettes cette boîte de conserve de abricots à la pêche qui est périmée depuis 2018. Je pense pas que là, ils vont vous dire quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je vous invite vraiment, c'est commencer vraiment à trier les objets du quotidien qui n'ont aucun impact sur tout le reste de la famille. Ensuite, vous pouvez trier vos propres affaires à vous. On l'a évoqué hier, les enfants et le conjoint, s'ils voient que vous triez vos affaires et que ça vous fait du bien et que ça allège la maison de façon générale, et quand vous triez la cuisine et la salle de bain, ça fait du bien de trier et qu'ils voient le positif, au bout d'un moment, ils vont vouloir le faire aussi et ils seront plus réceptifs quand vous allez dire, allez, on passe à l'étape suivante, c'est les affaires qui concernent toute la famille, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, si on décide de trier en famille, peu importe l'étape, si c'est le début, le milieu ou la fin de vous, votre parcours, il faut qu'on pratique une communication efficace. Donc, on écoute et on ne juge pas ce que disent les autres. On les interrompt pas dans leur dialogue et on écoute leurs arguments.
On propose et on ne force pas, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de trouver des solutions. Par exemple, si votre enfant veut garder 20 peluches, vous lui faites comprendre que 20 peluches, c'est pas possible. D'accord? Il faut lui dire que 10 c'est raisonnable et on lui argumente pourquoi. Pourquoi. Et bien sûr, on garde un ton bienveillant et constructif. Pour les enfants, moi, la petite astuce que j'aime bien donner, enfants, adolescents, en fait, c'est que vous allez faire une présélection d'objets, d'accord? Donc, ceux que vous voulez garder absolument, vous les mettez tout de suite de côté, vous savez que vous voulez garder. Ceux que vous voulez sortir absolument et que vous savez que vos enfants auront peut-être des doutes, sélectionnez par exemple une vingtaine d'objets en disant que l'objectif, c'est en garder que 10. D'accord? Vous, votre objectif à vous, c'est en fait en sortir 10. Mais vous allez sélectionner 20 objets, d'accord? Que vous savez que forcément vos enfants, il y en a qui vont se débarrasser facilement et d'autres, vous savez absolument qu'ils vont vouloir les garder dans cette sélection de 20 objets. Et vous leur dites, voilà, moi j'ai fait une sélection de 20 objets. L'objectif, c'est qu'on n'en garde que 10, mais je vous laisse le dernier mot. Voilà, vous avez le choix parmi ces 20-là, lequel vous voulez, les 10 que vous voulez absolument garder. Et en fait, au final, vous avez réussi votre objectif final. C'est-à-dire que vous en avez gardé que 10, mais c'est eux qui ont l'impression d'avoir le dernier mot. C'est une petite astuce qui me fonctionne très très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut penser, c'est que au bout d'un moment, il faut sortir les objets, hein, on va l'évoquer après. Mais si vous n'avez pas de véhicule ou si il faut organiser une journée où il faut des bras avec le conjoint, les enfants, etc., ça s'organise quand même en amont, d'accord? Donc n'hésitez pas quand même à le communiquer là-dessus. Maintenant, on va parler des différentes méthodes de tri qu'il existe. Et du coup, je vais arrêter juste le partage quelques secondes pour que vous voyez bien ma tête. Les méthodes de tri, il y en a plein. D'accord? Il existe plein de méthodes de tri. Vous avez la méthode de tri Marie Kondo qui va dire que vous prenez un objet et vous allez dire est-ce qu'il m'apporte de la joie ou pas? Et en fonction de s'il vous apporte de la joie ou pas, vous le gardez ou pas. Vous allez ensuite avoir la méthode de tri Zilomedit qui finalement en soi n'est pas tant une méthode de tri mais une méthode de organisation de la maison pour catégoriser, contenir les objets et de les classer soit par couleur ou soit de façon très esthétique dans des contenants. Vous avez ensuite les méthodes de tri qui sont des méthodes plutôt extrémistes et minimalistes. Ça, c'était deux hommes qui l'avaient créé. Je n'ai plus leur nom en tête, mais en fait, ils avaient mis toute leur maison en carton, d'accord? Et en fait, sur chaque carton, ils avaient marqué ce qu'il y avait dessus. Et pendant 2 mois, ils se sont forcés à aller chercher seulement ce qu'ils avaient besoin dans les cartons, d'accord? Et ils ont dit, au bout de 2 mois, tous les cartons qu'on n'a pas ouverts, c'est qu'au final, c'est pas utile à notre quotidien et ils se sont séparés de tout le reste. Donc ça, c'est extrêmement extrémiste. Vous avez plein de méthodes. Vous avez la méthode qu'on appelle la Fly Lady, qui est une méthode étape par étape. C'est plus une méthode pour le ménage à proprement dit, mais c'est une méthode qui vous aide quand même à trier. Vous avez la méthode par catégorie, etc. Bref, il y a plein de méthodes. Mais comme je vous le dis à chaque fois, vous, vous êtes unique. D'accord? Vous n'avez pas toutes le même temps de disponible. Vous n'avez pas toutes les mêmes connaissances en organisation et rangement. Vous n'avez pas toutes le même niveau d'encombrement. Vous n'avez pas toutes la même maison et la même surface. Vous n'avez pas toutes la même composition du foyer. C'est-à-dire qu'il y en a qui seront maman solo avec 2 enfants, il y en a qui seront en couple avec un seul enfant, comme il y en a qui seront en couple avec 5 enfants. Chaque cas est complètement différent. Donc, je ne peux pas vous dire la bonne méthode, c'est celle-ci. Parce que ça serait vous mentir. Je ne vous connais pas personnellement. Si on fait notre visio 30 minutes ensemble, je peux vous donner des pistes. Mais je ne peux pas vous vendre une méthode miracle parce qu'elle n'existe pas. Donc, moi, je vais vous expliquer plutôt en fonction des différentes situations que moi j'ai rencontrées dans mes accompagnements, quels sont les conseils que je donne. D'accord? Et vous allez piocher dedans celle qui va vous correspondre le plus ou faire un mix de plusieurs méthodes, sachant que le but, c'est d'avancer. Donc, si c'est OK, je vous repartage ma diapo. Hop, donc, je vous repartage ma diapo. Et donc, la première méthode, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le temps? Quand on n'a pas le temps de trier 2 heures, 4 heures ou toute une journée par semaine, ou même qu'une fois par mois, il faut au moins trier un minimum de 10 à 15 minutes par jour. Ces 10 à 15 minutes par jour, vous les avez dans la vraie vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait bien souvent quand on veut fuir le quotidien? Hop,
On regarde sur les réseaux sociaux, on regarde Pinterest, on regarde YouTube, etc. Et vous regardez des vidéos conseils pour passer à l'action ou vous rêvez, vous vous inspirez, etc. Et du coup, forcément, vous avez perdu vite 10-15 minutes par jour. Donc, au lieu de chercher la méthode miracle, testez cette méthode-là. C'est tout simplement, vous vous consacrez à une seule pièce, d'accord? Par exemple, on va dire la cuisine. Vous faites que 10 à 15 minutes par jour. Et en fait, vous allez suivre un circuit précis. C'est-à-dire que vous allez vous mettre près de la porte de votre cuisine et vous allez tourner dans toute la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Et vous allez faire meuble par meuble. Vous allez faire le haut du meuble, vous descendez, fini, meuble suivante et on avance comme ça, étape par étape, d'accord? Ça vous permet de savoir où vous en êtes et vous allez faire un premier tri rapide. C'est-à-dire que vous ouvrez dans votre placard, vous mettez votre chrono, hop, sur 15 minutes et vous regardez tous les objets que vous pouvez déjà sortir. OK, tous les objets qu'on sort, on les met de côté dans une autre pièce en attendant, parce que vous n'avez pas le choix. Au bout d'un moment, vous allez forcément devoir stocker les objets que vous sortez. Donc, mais vous allez vous voir avancer. Et je vous garantis qu'en 10 à 15 minutes par jour, vous allez avancer et trier une pièce, mine de rien, très rapidement. OK? Ensuite, ce que je vous invite à faire, quand vous faites ce premier tour, refaites toujours un second tour pour réaffiner votre tri. Mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir avoir forcément un moment où il va falloir vous libérer au moins 2 heures pour pouvoir vraiment recatégoriser et repenser la façon de ranger votre pièce. Et ça, on en parlera demain. Donc, l'avantage de cette méthode, vous avancez un tout petit peu tous les jours et vous y allez, vous n'allez pas vous épuiser et vous avez un sens logique, vous voyez progresser. L'inconvénient, c'est que ben forcément, si vous n'êtes pas régulière sur plusieurs jours d'affilée, ben, les objets que vous allez sortir, au bout d'un moment, ça risque de faire désordre et vous allez vouloir tout ranger, tout reclasher dans les placards. Mais cette méthode, elle existe. Alors, j'ai vu un message dans le chat, je vais regarder tout de suite. Non, je ne peux pas regarder tout de suite. Bon, je regarderai après. La deuxième méthode de tri qui peut exister, c'est de trier une pièce à la fois une fois de plus, mais cette fois-ci, c'est si vous avez 2 à 3 heures devant vous, en fonction de votre niveau d'encombrement, bien sûr, si votre pièce a un encombrement moyen, c'est-à-dire que ce sont les objets du quotidien, mais que voilà, vos placards, ils sont aux 3 quarts pleins, voilà, c'est juste vraiment pour affiner un peu votre rangement. Cependant, si vous avez une pièce qui est très, très, très encombrée, hein, les fameuses pièces à bordel, ça, il va vous falloir vraiment plusieurs sessions, soit une journée complète, mais c'est épuisant, à part si vous le faites avec une professionnelle de l'organisation et du rangement, ou sinon, il faut faire 2 ou 3 sessions de au moins 3 heures sur 2, 3 jours d'affilée. Donc ça, c'est bien, c'est quand on a soit des vacances ou soit un grand week-end, on peut le trier, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, quand on trie cette pièce d'un seul coup, l'idée c'est de se concentrer donc sur une seule pièce. Et là, vous allez trier par catégorie. D'accord? On reprend l'exemple de la cuisine. Donc, vous mettez votre chrono sur 3 heures. OK? Vous savez que vous avez 3 heures devant vous pour trier votre pièce. Et ce que vous faites, vous dites, allez, dans la cuisine, quelles sont les catégories qu'on a? On a en premier la catégorie vaisselle. Donc, vous allez sortir les assiettes, les verres, les bols, les tasses, les fourchettes, les couteaux, etc. Vous allez tout étaler sur votre table de salle à manger ou sur votre plan de travail si vous avez un grand plan de travail dans votre cuisine. Et là, vous allez regarder la masse de choses que vous avez. Et vous allez dire, quelle quantité est raisonnable pour vous garder en fonction du nombre de personnes qui habitent dans le foyer et votre rotation dans la vaisselle. D'accord? À quel rythme vous mettez en route votre lave-vaisselle concrètement pour être sûr de ne pas tomber en rate de vaisselle. Ensuite, vous allez trier tout ce qui va être ustensiles de cuisine. Donc, vous allez ressortir cette fois-ci tout ce qui va être les casseroles, les marmites, les tupperwares, tous les électroménagers, tous ces petits appareils qu'on nous vend en pratique pour couper les légumes, etc. Les fouets, les maniques, tout ce qui va être les marises, etc. Et là, c'est pareil, vous allez trier, vous allez éliminer les doublons, vous allez regarder tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps, etc. Et vous triez cette catégorie et vous remettez dans votre placard. Ensuite, vous allez trier tout ce qui va être alimentaire. D'accord? Pareil, vous allez sortir tous vos placards d'alimentaire. Profitez-en aussi à chaque fois pour tout bien nettoyer. Et là, vous allez regarder les dates de péremption, tout ce qui est périmé, vous jetez. Les paquets qui sont à moitié vides, à moitié pleins, que vous savez même pas si les gâteaux sont encore bons et tout, vous cherchez pas à comprendre, vous jetez. Vous allez ensuite regrouper de façon logique le sucré avec le sucré, le salé avec le salé, conserve avec conserve, apéro, etc.
Et ce que vous allez faire, surtout, c'est si vous êtes dit, par exemple, que vous mettez 3 heures de travail, vous allez mettre un réveil à 2h30. Vous allez vous laisser une marge de 30 minutes pour être sûr de bien finir ce que vous étiez en train de faire. D'accord? Pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne dans le salon salle à manger quand votre temps il est terminé et vous remettez dans vos placards. Bien sûr, vous ne remettez pas dans vos placards les objets que vous jetez, hein. Les objets que vous jetez, que vous donnez, que vous vendez, c'est dans des cartons à part. Mais ceux que vous savez que vous gardez, si votre temps est presque écoulé, s'il vous reste plus qu'une demi-heure, vous remettez dans vos placards et vous refaites une session le lendemain ou le surlendemain pour terminer. Et surtout, il va vous falloir vous prévoir un temps ensuite pour de nouveau repenser comment on se pose pour trier et aménager correctement cette pièce. Donc ça, c'est le live de demain. La troisième méthode de tri qui peut y avoir, ça c'est un désencombrement, ce que j'appelle radical, mais c'est quand en fait vous avez fait vos pièces de vie qui va être la cuisine, salon, salle à manger et que vous avez fait par exemple votre salle de bain. Ce qui est bien aussi à faire comme méthode, c'est pour ça que je vous dis piocher un petit peu différentes méthodes à droite à gauche en fonction de votre cas. Mais par exemple, il y a des catégories qui vont être éparpillées partout dans votre maison, mais que vous allez vouloir trier. Par exemple, les vêtements. Donc les vêtements, les chaussures, les manteaux, les sacs à main. Si vous savez que vous en avez un peu partout dans toutes les pièces de la maison, ce que je vous invite à faire le jour où vous voulez trier ces catégories-là, il ne faut pas juste vous dire, allez, aujourd'hui, je trie mon meuble d'entrée où il y a mes manteaux et mes chaussures et mon sac à main. Et qu'après se dire, je trie mon dressing où il y a aussi des manteaux, des chaussures, des sacs à main. Et ensuite, je vais trier la buanderie où il y a des chaussures, des manteaux et mon sac à main. Ça, c'est l'erreur. Ce qu'il faut faire, si vous savez que vous avez des pièces partout avec des catégories partout mélangées, moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est une fois de plus, vous réserver 2 ou 3 heures devant vous et à ce moment-là, prendre des grosses caisses ou des sacs de course, ce que vous avez sous la main, votre panier à linge aussi, ça marche très bien. Et là, vous allez me chercher dans toute la maison toutes les chaussures, d'accord? Toutes les chaussures qui traînent, etc. dans votre maison, vous allez toutes les chercher. Et pareil, vous allez les mettre par terre dans votre couloir ou dans votre salon salle à manger, sur votre table de salle à manger si vous mettez une protection ou vous nettoierez bien votre table après. Mais l'idée, c'est de regrouper intégralement toutes les chaussures de toute la famille, d'accord? Et de se dire, OK, waouh, on a peut-être plus de 50 paires de chaussures alors qu'on est que trois. Vous pouvez vous rendre compte effectivement que vous pouvez avoir énormément de chaussures. Et là, l'objectif, c'est de se dire, OK, les gars, on le fait en famille parce que du coup, vous avez fait tous les objets de tout le monde, hein, toutes les chaussures de tout le monde, et dire, quelles sont les chaussures qui ne vous vont plus? Vous regardez les pointures, les enfants, toi, tu fais du 37 maintenant. S'il y a des chaussures qui sont en dessous de 37, on les enlève. Ensuite, c'est, oh là là, on va regarder quelles paires de chaussures sont encore ou en bon ou mauvais état. Toutes les chaussures avec des talons cassés, toutes les baskets des enfants qui sont trouées, toutes les chaussures de monsieur ou les lacets, il n'y a plus de lacets, etc. On s'en sépare, d'accord? Et le but, c'est de revenir à une quantité de chaussures raisonnable pour tout le foyer. Et ensuite, il va falloir réfléchir à comment on range de nouveau ces chaussures. Et là, ben, ça sera, on l'évoquera demain, hein, mais il faudra réfléchir à se dire, est-ce qu'on met l'intégralité des chaussures dans le meuble d'entrée? Oui, parce qu'on a de la place. Sinon, on n'a pas de place. Est-ce qu'on fait une rotation par saison, d'accord? Et que vous allez dire, ben, vous en mettez, par exemple, vos chaussures de soirée, mesdames, vous pouvez les mettre dans votre placard. Les chaussures qui vont plutôt être plutôt les chaussures basket d'extérieur pour aller faire des travaux, etc. On va peut-être les ranger dans le sous-sol ou dans le garage ou dans la buanderie. Mais l'idée, c'est au moins vous y ayez fait un gros tri. Donc ça, ce système de tri, ça fonctionne très bien aussi pour les livres. Si vous savez que vous avez une bibliothèque dans une salle de jeu, des livres dans la chambre des enfants, dans votre chambre, vous avez aussi des livres, etc., regroupez tous les livres à un moment, à un autre, à un seul endroit et triez-les tous ensemble. D'accord? Donc il y a plein de petites catégories comme ça que vous pouvez faire qui fonctionnent très, très bien. Et ça vous permet surtout, c'est de voir la quantité réelle des objets que vous avez et vous allez plus vite prendre des décisions, d'accord? Et en fait, c'est une option idéale pour un tri aux profondeurs. Enfin, la dernière méthode de tri qui en soi n'est pas trop une méthode de tri, mais qui est plutôt une catégorie d'objets par laquelle il faut finir, c'est tout ce qui va être sentimental. D'accord? On l'a vu, il y a des catégories d'objets qu'on a du mal à se séparer. Donc, pour certaines d'entre vous, ça va être peut-être les livres, les cahiers scolaires. Pour d'autres, ça va être les souvenirs d'enfance. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui va être les héritages que vous avez
eu par volonté ou que vous avez subi parce que voilà, comme on l'a dit hier, des fois on peut avoir nos parents qui partent subitement, on est la seule enfant de la famille et il faut vider très vite la maison des parents. On n'a pas la force, l'énergie parce qu'on est en deuil, ben on récupère tout et on met tout dans le sous-sol. Ben ouais, mais sauf qu'au bout d'un moment, ça vous pèse et ça vous prend de la place, donc il faut passer ce cap-là. Et ça, moi je vous invite toujours à faire cela à la fin. Pourquoi le faire à la fin? Parce que quand vous aurez fait en amont les méthodes de tri précédentes, vous aurez commencé à trier votre maison et tout, vous allez plus facilement vous rendre compte que on fait des mauvais achats, que la vie ne se résume pas au passé, qu'un objet n'est qu'un objet, etc. Et vous allez pouvoir trier beaucoup plus facilement. D'accord? Alors, avant de passer à la diapo suivante, je vais recouper un peu et qu'on rééchange dans le chat. Mais voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il n'y a que des méthodes qui vont être adaptées à votre emploi du temps, à votre niveau d'encombrement et à vos capacités. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat les différentes méthodes que je vous ai dit. Est-ce que ça vous parle ou pas? Peut-être que vous avez, vous, testé d'autres méthodes qui ont fonctionné ou pas. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça nous permet de découvrir certaines choses et de voir entre nous l'entraide pour voir ce qui peut fonctionner ou pas. Mais voilà, pour résumer, il y a toujours possibilité de trier, d'accord? Il y a, euh, il y a des freins, effectivement, qu'on a. On se dit qu'on n'a pas le temps. On se dit que les autres veulent pas nous aider. On se dit il y a trop de choses à trier. On ne sait pas par où commencer, etc. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour avancer. Donc, vous avez vu, il y a la petite méthode un petit peu tous les jours. Il y a la méthode, on se concentre que sur une seule pièce. Il y a la méthode où on se dit, on se concentre plus sur une catégorie qu'on regroupe à un moment. Voilà. Donc, toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients. Vous pouvez mixer les méthodes, d'accord? Par exemple, vous pouvez dire, allez, cette semaine, je vais faire la salle de bain avec la méthode 10 minutes par jour. Ça marchera très très bien. Vous allez trier en une semaine votre salle de bain. Mais dire en même temps, ben, je vais trier 10 minutes par jour, mais je vais pas faire comme elle dit Laura, je vais pas faire un placard, un meuble à la fois, mais je vais prendre 10 minutes par jour dans la salle de bain pour trier par catégorie. Donc par exemple, vous allez dire, allez, aujourd'hui, je me mets 15 minutes sur mon téléphone et je trie mes maquillages. Demain, je me mets 10 minutes sur 15 minutes sur mon téléphone et je trie les serviettes et les draps, par exemple. Vous voyez, vous pouvez mixer comme ça des méthodes. Ce qui est important de vous dire, c'est que vous allez pouvoir avancer. OK? Alors, est-ce que j'ai des messages par rapport à ça? Ça donne envie de trier 10 minutes ma bibliothèque aujourd'hui. Mais pourquoi pas, Virginie? Par exemple, ta bibliothèque, je ne sais pas le volume qu'elle représente, mais effectivement, si tu as un très grand pan de mur de bibliothèque, si tu veux pas tout trier d'un seul coup, tu peux dire, ben, au moins, je fais un premier tri de ma bibliothèque. C'est-à-dire que je prends une caisse de dons ou un carton pour adonner, etc., boîte à livres, association, etc., ce qu'on veut, mais tu prends ce carton-là et tu sors chaque livre. Et tous les livres que tu te dis, je le relirai pas, c'est sûr, je passe à autre chose, etc. Ça me correspond plus, je l'ai pas lu, je l'ai pas aimé, nanana. Tu fais déjà un premier carton. Hop, ce premier carton, tu le fermes et il sort de ta maison. Et peut-être que quand tu auras fini tout le tour de ce premier tri, c'est sûr, j'en veux plus. Ben, concentre-toi peut-être plus 10 minutes cette fois-ci, mais une heure complète à dire, allez, là, c'est les derniers livres qui me restent. Est-ce que comment je me sens? Est-ce que la bibliothèque, elle est encore trop encombrée ou pas? Et si tu dis oui, ma bibliothèque, elle est encore trop encombrée, ben là, tu prends ces une heure et tu repasses entièrement tous ces livres et tu essayes de les ranger ensuite pour qu'ils soient de façon harmonieuse. Voilà. Alors, Virginie, déjà fait la méthode 2 une demi-journée, mais il faut l'enlever à ce moment-là. Il faut que je teste la méthode 10 minutes 3 fois par jour pour avancer petit à petit. Mais de toute façon, le tri, c'est long. Le tri, c'est pénible. Le tri, ça demande une énorme temps de concentration. Il faut pas croire un trier, c'est pas que physique, c'est énormément mental. Même moi qui suis une professionnelle de l'organisation et du rangement, quand j'accompagne des personnes à trier les maisons, mais le soir, on est épuisé parce que ben, c'est des décisions à prendre. De toute façon, chaque objet qui encombre votre maison, c'est une décision qui n'a jamais été prise. Et là, vous allez devoir prendre des décisions. Donc, c'est épuisant, c'est fatigant. Et après, il y a aussi le cycle de la vie. C'est-à-dire que nous, les femmes, on sait qu'au moins une fois par semaine,
semaine, une fois par mois, pardon, ben, on a un peu moins d'énergie quand on est en période de règles. On sait aussi qu'on peut avoir des semaines très chargées parce que les enfants ont des activités extrascolaires, parce qu'ils auront peut-être une compétition, parce qu'il y aura peut-être des réunions au travail ou des réunions à l'école pour les parents, etc. Donc, effectivement, c'est épuisant de trier et on ne trouve pas forcément le temps de le faire dans les meilleures conditions. Cependant, ce qu'on peut faire, et c'est ce que je conseille moi aux abonnés de Dispono qui suivent le programme, et c'est vraiment une astuce qui fonctionne chaque début de mois, d'accord? Enfin, chaque dernière semaine du mois, planifiez votre mois suivant, d'accord? Regardez toujours votre agenda sur un mois complet et regardez si vous avez des sorties à l'extérieur, si vous êtes invité dans de la famille, chez des amis ou si vous avez des invités qui viennent à la maison. Regardez s'il y a des activités extrascolaires pour vos enfants, des réunions, des rendez-vous, etc. Regardez la semaine où vous avez vos règles ou pas et tout ça. Et quand vous analysez votre mois complet, il y a forcément des semaines qui vont être plus chargées que d'autres. D'accord? Et les semaines qui sont trop chargées, ne vous épuisez pas. Faites la méthode 10 minutes tous les jours ou voilà. Mais si vous vous dites, hey, il y a potentiellement une semaine qui est assez légère et en plus on n'a rien le week-end, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, allez, au moins une fois dans le mois, je me consacre une demi-journée ou une journée à trier ma maison. Et vous pouvez même déjà l'anticiper en amont, le planifier sur un trimestre ou même sur toute l'année si vous voulez. Mais vous pouvez déjà vous dire, sur toute l'année, c'est sûr, les semaines où j'ai mes règles, j'évite de trier. Les semaines où c'est les vacances scolaires, j'évite de trier. Eh bien, je vois que par mois, il y a potentiellement 2 semaines où je peux maintenant, dès maintenant, anticiper, me bloquer un créneau pour me dire que je fais absolument le tri d'une pièce ce mois-ci. Et ce que vous faites forcément en conséquence, c'est que quand quelqu'un vous invite pour vous dire, oh, ce week-end, on ferait bien telle activité, on se voit, etc. et tout, ben dire, OK, je te propose la semaine A ou B, voilà. Et en fonction de ça, ben, la semaine suivante, c'est votre semaine de tri. D'accord? Mais au moins, vous vous fixez longtemps à l'avance et vous savez que vous faites de votre tri une priorité. Parce que si vraiment l'encombrement de votre maison, c'est une vraie problématique, il faut en faire une priorité et n'hésitez pas à bloquer très longtemps en amont des sessions de tri dans votre agenda. Ça marche comme ça évitera que ça soit reporté et c'est fait en fonction de votre énergie. J'essaye, j'essaye de trier une pièce sur une période de plusieurs heures, mais je me décourage. Je vais tester 10-15 méthodes. Certaines catégories, livres, chaussures, vêtements enfants sont déjà triés et certains sont en attente de vente. Ah ben tiens, Aurélie, on va passer au diapo suivant justement, parce que ça va te parler. Hop, partager. Donc, le tri, ce n'est pas juste ranger. D'accord? Retenez bien ça, hein. Le tri, ce n'est pas juste ranger. Là, depuis tout à l'heure, je vous dis, il faut trier, savoir ce qu'on veut garder ou pas garder, etc. Mais quoi qu'il arrive, si vous regardez ces trois photos, la première photo, c'est la pièce fourre-tout à bordel. On en a tout eu à la maison, on en a toute une peut-être potentiellement actuellement chez vous. C'est la pièce fourre-tout, ça peut être votre buanderie, ça peut être votre grenier, ça peut être la salle de jeu de vos enfants, peu importe. Mais on a tous une pièce à bordel, d'accord? Le problème, c'est que si vous triez et que vous rangez, vous allez arriver au niveau 2. D'accord? C'est-à-dire que si vous ne sortez pas réellement des objets, alors oui, vous avez une impression de plus d'espace. Oui, votre placard, il est rangé. Oui, vos enfants peuvent de nouveau jouer parce que vous avez mis dans des bacs, etc. Vous voulez faire votre rotation de jouets, etc. Mais le problème, c'est que ce bordel-là, les enfants vont aller repiocher dedans, par exemple. Vous, votre conjoint, vous allez repiocher dedans. Et quoi qu'il arrive, ce bordel que vous voyez ici, parce que moi je considère ça toujours comme du bordel, il vous empêche de faire correctement votre ménage et il vous épuise visuellement. D'accord? Donc, allez jusqu'au bout de l'action et sortez vraiment les objets pour obtenir ce résultat-là. D'accord? Ça, ici, c'est, oh, je garde des objets au cas où. Je garde pour vendre sur Vinted. Je garde pour la prochaine brocante. Je garde pour mon enfant plus tard, si j'ai un deuxième enfant, etc. D'accord? Ça, vous êtes encombré. Ça, vous êtes avec des au cas où je vends, au cas où ceci, au cas où cela, peut-être que.
Et ça, vous êtes vraiment, j'ai sorti vraiment tout ce qui n'était plus utile dans la maison et que vous avez été jusqu'au bout. D'accord? C'est très important de faire votre tri jusqu'au bout. Donc, du coup, désencombrer, ce n'est pas ranger seulement. Donc, les erreurs courantes, je viens de vous les évoquer, mais je vous les redis, des placards pleins qui entraînent forcément du désordre au quotidien. Donc, si vous ne faites que ranger vos placards et vous ne sortez pas d'objets de votre placard, ça va pas marcher. Et du coup, vous allez continuer à vouloir trier, trier et en fait, vous repoussez le problème. Donc, comment on élimine concrètement les objets de la maison? Tout ne part pas à la poubelle. D'accord? Vous pouvez donner à des associations. Il y a plein d'associations autour de chez vous qui veulent certains objets. Je sais, toutes les associations ne prennent pas tout non plus, mais vous pouvez déjà vous libérer d'une certaine partie. Vous avez ensuite tous les groupes de dons, les groupes Facebook, vous avez l'application Give, etc. Vous pouvez même faire des associations qui organisent des journées troc pour pouvoir faire comme ça des rotations dans les objets. Vous pouvez aussi revendre sur Le Bon Coin et sur Vinted. Vous pouvez faire également des brocantes pour vendre, mais attention. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on vend sur Vinted, sur Le Bon Coin ou pour faire des brocantes, les objets n'ont pas quitté votre maison. Donc, votre encombrement, votre problème d'encombrement, il est toujours là. Vous avez juste mieux rangé votre maison, mais vous n'avez pas réellement éliminé le problème. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous vendez sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou sur votre brocante, vous vous fixez une deadline, d'accord? C'est-à-dire que Vinted, Le Bon Coin, vous mettez vos objets à, par exemple, à 30 euros, OK? Si au bout de 15 jours, 30 euros, vous n'avez toujours pas d'acheteur, vous baissez à 15 euros, par exemple. Si à 15 euros, il n'y a toujours pas d'acheteur, personne ne l'achètera. Si c'est la valeur que vous mettez réellement derrière l'objet, sortez l'objet, donnez-le. Si vous faites une brocante, vous gardez les objets jusqu'à la prochaine brocante. Le soir de la brocante, tout ce qui n'est pas vendu, vous le donnez à des associations, vous les sortez de la maison. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand on trie, d'accord, c'est prévoir les allers-retours à la déchetterie rapidement, d'accord? Ou pareil, les allers-retours pour les associations, les dons de vêtements, etc. Il faut vraiment faire ça rapidement parce que sinon, vous n'avez pas éliminé le problème. Il est juste en attente dans votre maison de pouvoir sortir de votre maison et du coup, vous êtes toujours aussi encombré. Alors, je fais une petite coupure, mais vous voyez que depuis tout à l'heure, il y a Enzo qui va de gauche à droite, de droite à gauche. Le pauvre, il est malade et du coup, je le vois passer. Donc, vous inquiétez pas, vu on est en semaine, Enzo est à la maison, mais il est juste malade, hein. Mais voilà, c'est lui que vous voyez passer depuis tout à l'heure, qui essaye d'être discret. Oui, mais je suis en live, mon chéri. Donc, les mises en garde, donc comme je vous disais, quand on vend en ligne et quand on stocke en attendant, eh bien, c'est que quoi qu'il arrive, ça va vous prendre du temps de vendre sur Vinted et sur Le Bon Coin. Il va falloir prendre des photos, répondre aux commentaires, aller livrer les produits. Ça prend du temps et de l'énergie et ça vous prend toujours de la place de stocker au cas où. Donc, on fixe des dates pour vendre et tout et on passe à l'action immédiatement et on prévoit les retours à la déchetterie. Ensuite, comment on se prépare pour réussir son tri? Je vous ai expliqué qu'il fallait faire l'analyse de votre maison, d'accord? Cet exercice-là, faites-le, c'est vraiment très important. Ensuite, je vous ai dit quelle méthode il existait pour pouvoir trier votre maison. Ben, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous mettre dans l'ambiance. Donc, on a vu, on prévoit un créneau au moins une fois par mois ou un petit peu tous les jours, d'accord? On le bloque à son agenda. On demande à ne pas être dérangé par les autres membres de la famille quand vous êtes en phase de tri pour pouvoir avancer sereinement. Et n'hésitez pas à vous mettre de la musique ou un podcast, etc., pour pouvoir avoir une ambiance sympa. Il faut aussi préparer votre espace de tri parce que quand on trie, il faut de la place. Donc, installez-vous soit au sol ou soit sur la table de la salle à manger pour pouvoir trier les objets à hauteur ou avoir de la visibilité. Il faut aussi prévoir des contenants. Il faut prévoir donc des cartons pour je garde et que vous allez remettre ensuite dans les placards quand vous aurez fini de catégoriser. Vous allez avoir des cartons pour les dons. Vous allez avoir des cartons pour tout ce que vous allez vendre et des cartons pour tout ce qui va aller à la déchetterie. Alors, je vous dis des cartons, mais ça peut être des sacs plastiques, ça peut être des boîtes plastiques, etc. Peu importe. Mais le but, c'est que tous les objets, vous pouvez tout de suite les contenir dans des catégories précises. Pourquoi? Si vous ne faites pas tout de suite un tas je donne, je vends et déchetterie, ce qui risque de se passer quand vous allez arriver à la fin de votre session de tri,
Si vous n'avez pas prévu en amont des systèmes de rangement pour ces objets-là, pour les transporter, vous allez tout regrouper, tout remélanger ensemble et les poser dans un coin du sous-sol. Et vous allez de nouveau devoir, refaire cette phase de tri entre je donne, je vends et je donne à la déchetterie. Et vous allez perdre du temps, de l'énergie pour rien. Tandis que si vos cartons, ils sont prêts, hop, déchetterie, on le met tout de suite dans la voiture, il part. Je vends, hop, on le met à un endroit précis, il est identifié, je donne, hop, on prend le carton, on l'emmène tout de suite à l'association. D'accord. Bien sûr, il y a d'autres matériels qui sont importants pour réussir son tri, des sacs poubelles, des grands ou des petits. Il va falloir donc des cartons, il va falloir des marqueurs pour identifier les différents cartons et aussi prévoir de quoi nettoyer vos placards. Donc, petite lavette, oh, il y a une petite erreur, là, il manque le A. Mais une petite lavette, un petit produit simple, voilà, ça peut être de l'eau avec un peu de vinaigre. On n'est pas obligé d'avoir des super produits, voilà mais il faut au moins nettoyer tout. Et n'hésitez pas aussi à avoir une bouteille d'eau et une petite collation avec vous, parce que des fois, rien que le fait de descendre dans la cuisine pour aller chercher un peu d'eau et grignoter un petit truc entre une session de tri, eh bien, toute l'énergie peut vite redescendre et pour retrouver la motivation derrière pour recommencer, bah, des fois, c'est compliqué. Donc, des fois, il vaut mieux avoir sa petite collation avec soi dans la pièce qu'on trie plutôt que de devoir faire une coupure. Et donc, enfin, on gère son temps intelligemment. Comme je vous ai dit, quand vous faites des sessions longues au-delà de 2 heures, eh bien, n'hésitez pas à mettre un réveil 30 minutes avant la fin de votre session de tri pour pouvoir finaliser ce que vous étiez en train de commencer. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de laisser en plan tout ce qu'il y a sorti dans votre cuisine ou dans votre pièce ou au sol, etc. Surtout si vous savez que vos sessions de tri sont très espacées en termes de jours. Si vous le faites le lendemain, ça peut rester comme ça. C'est OK. Mais si vous savez que vous n'allez pas trier avant une semaine, surtout prenez le temps de bien remettre les objets déjà catégorisés, soit dans des boîtes contenant en attente, ou soit les remettre dans le placard. Mais on ne laisse pas le désordre comme ça plusieurs jours. Donc voilà. Pour vous aider à aller plus loin, parce que je sais que c'est toujours compliqué de trier des objets, des fois on ne sait pas comment faire. Je vous ai prévu un petit document que vous allez avoir sur le Facebook juste après, je vous le mettrai aussi demain par mail, mais ce sont les questions à se poser quand on prend un objet, quand vous n'arrivez pas à vous décider. D'accord? Donc ça va être des questions, vous prenez l'objet et à chaque fois ça va être oui ou non. En fonction du oui ou du non, vous allez avoir d'autres réponses. Mais je vous donne par exemple un objet lambda. Allez, je vais prendre mon Rubik's Cube, il est là. Hop. L'objet est-il en bon état? Oui ou non? Donc, s'il est en mauvais état, non. Est-ce qu'il est réparable? Oui ou non? Il n'est pas réparable, déchetterie, il est réparable. Soit vous vous engagez à le réparer tout de suite, ou soit vous le donnez à une association qui peut, elle, le réparer. L'objet, il était en bon état. Est-ce que je l'utilise au moins une fois au cours des 6 derniers mois? Si la réponse est oui, est-ce que c'est un objet qui est essentiel et irremplaçable? Donc, si vous avez des doublons, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de garder les doublons? S'il est unique, on peut le garder. Si on a des doublons, il faut garder celui qui est en meilleur état et donner et vendre les autres. D'accord? Ensuite, si ce document a été utilisé au moins, si cet objet, pardon, n'a pas été utilisé depuis plus de 6 mois. Donc là, on passe à la question 4, c'est est-ce que cet objet m'apporte-t-il du bien-être ou du bonheur? Donc, bien-être ou bonheur, c'est est-ce qu'il est réellement utile à votre quotidien et à votre vie actuelle? D'accord? Donc, si la réponse est oui, est-ce qu'il correspond à votre mode de vie actuel? Par exemple, si il y a 10 ans, vous vous étiez mis à la couture, mais que la couture, c'est plus du tout votre kiff, on se sépare des systèmes de couture. Si par exemple, vous avez votre tapis de yoga et des accessoires de sport et que, même si ça fait plus de 6 mois que vous ne les avez pas utilisés, est-ce que vous allez les réutiliser bientôt? Ben, si vous dites oui, parce que j'attends toujours le printemps-été pour faire du sport, l'hiver, j'en fais pas. Ok, on se met la deadline, on va faire du sport cet été. Par contre, à la fin de l'été, si on n'a pas fait de sport, on se sépare des objets. D'accord? Ensuite, si on a toujours des doutes, c'est est-ce que l'objet pourrait servir à quelqu'un d'autre? Oui ou non? Eh bien, on n'hésite pas à proposer à un proche, si le proche le veut, on lui donne. D'accord? Mais c'est toujours se dire, bah oui, moi je le garde, mais
est-ce que réellement il est utile ou pas pour moi de le garder? Et enfin, dernier objet, dernière question, est-ce que cet objet, il a réellement une valeur sentimentale? Si oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'objet à proprement dit qui est sentimental ou le souvenir de la personne? Donc, si c'est que le souvenir de la personne, les personnes, les souvenirs, on le sait, c'est dans la tête et dans le cœur et pas dans un objet, donc on peut se séparer de l'objet. Si c'est vraiment un objet qui est très encombrant, mais qu'on veut vraiment garder une trace, on peut le prendre en photo et donc se séparer de l'objet. Mais voilà, vous avez plein de choses. Et si l'objet, il a une valeur financière, eh bien, on peut se dire que cet objet-là, eh bien, ça vaut la peine peut-être d'être vendu. Ou sinon, s'il ne peut pas être vendu, on le vend. Donc, ce petit doc-là que je vous ai créé, je vais vous le mettre en ligne, mais ça va vous aider pour certains objets à passer à l'action et à lever les fameux blocages. Hop, je suis revenue en arrière. Donc, demain, on a encore un live et demain, je vous explique vraiment cette fois-ci concrètement comment on range une pièce d'une maison de façon logique et comment on range de façon logique à l'intérieur de ces placards. D'accord? Donc, une fois de plus, hein, c'est un live qui est très important pour réussir votre désencombrement de maison. Voilà, merci pour votre écoute et c'est le temps des questions-réponses. Donc déjà, j'espère que ce live vous a plu, que tout ce qui a été évoqué là, ça vous parle, ça vous permet d'avoir des déclics, ça vous permet d'avoir une perception de certaines choses que vous n'avez pas identifiées. Peut-être que vous étiez dit, ben oui, effectivement, je m'étais jamais posé telle question ou je n'avais pas réalisé que je pouvais faire de telle façon, etc. Donc, dites-moi tout en commentaire et si vous avez des questions qui sont complètement autres, mais que vous avez envie d'avoir une réponse, vous pouvez la poser là et puis bien sûr, on essaie de trouver la meilleure des solutions pour vous. Alors, alors je remonte dans le chat. Alors, du coup, je reviens sur le message d'Aurélie. C'était, j'essaye de trier une pièce sur une période de plusieurs heures, mais je me décourage. Je vais tester la méthode 10-15 minutes par jour. Certaines catégories livres, vêtements, objets sont déjà triées en attente de vente. Mais moi, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quand tu as trié ces catégories, livres, chaussures, vêtements enfants, même si elles sont en phase d'attente, c'est comment tu as fait pour les trier? En fait, qu'est-ce qui a fait, quelle était la motivation qui a fait que tu étais au bout de cet objectif? Parce que ça prouve que tu es capable de le faire. Donc, du coup, ça serait intéressant de se dire comment tu avais fait pour cela, pour que ça fonctionne. D'accord? Parce que c'est peut-être là une clé. Des fois, en fait, on fait quelque chose qui fonctionne très, très bien et on ne pense pas à le dupliquer pour d'autres catégories parce qu'on se dit que c'est complètement différent alors que peut-être ça peut marcher. Mais voilà, effectivement, trier des pièces sur plusieurs heures, c'est très, très lourd, hein, c'est très physique, c'est très mental, c'est compliqué, hein, donc, des fois, il vaut mieux faire un mix. Tu peux commencer déjà par un premier tri, vraiment les choses, tu dis, oh, écoutez, d'ailleurs, ça, je l'ai pas évoqué, mais il y a certains objets, quand vous allez faire 10 minutes, 15 minutes par jour, quand vous allez ouvrir vos meubles, il y a certains objets, vous allez forcément souffler. Vous allez les prendre. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprends aux personnes que j'accompagne, c'est apprenez à vous écouter. Quand vous allez prendre l'objet, si vous allez faire oh, je sais, enfin, encore là, encore celui-là, c'est que des choses négatives. Apprenez à écouter votre corps. Dès le moment qu'il y a quelque chose qui est négatif, qui est dans votre, qui sort de votre bouche, qui est dans votre pensée ou qui est vraiment du ressenti dans votre corps, ou même une phrase que vous allez sortir, c'est qu'il est temps de vous séparer de cet objet-là. D'accord? Donc, ne vous posez plus forcément 100 000 questions. D'accord? Vous pouvez sortir comme ça plein d'objets. Et après, il y a un énorme travail à faire. Alors, pour reprendre dans l'ordre, il y a beaucoup d'objets, par exemple, c'est du pratico-pratique.
Le pratico-pratique, c'est moi ce que je considère pratico-pratique, c'est tout ce qui va être les ustensiles de cuisine, d'accord? C'est tout ce qui va être loisir créatif, tout ça et tout. Ce sont tous les objets qu'on a achetés, soit pour se faciliter le quotidien, ou soit pour mieux cuisiner, etc. C'est que du pratico-pratique. Donc, si on les utilise réellement, oui, on les garde. Si on les a en doublon, pourquoi les avoir en doublon? On garde que l'essentiel. Si effectivement on a voulu pendant un moment tester certains loisirs créatifs, certains sports, etc., c'est du pratico-pratique. Si à l'heure actuelle, la femme que vous êtes n'a plus envie de faire ce type de sport parce que eh ben, elle a testé par exemple le step, vous savez, le fitness sur le step, et que ça lui fait mal au genou, qu'elle a des douleurs au genou, vous n'êtes plus la même femme il y a 5 ans en arrière. Le step, on s'en sépare. Si vous avez fait du loisir créatif il y a 5 ans et que vous vous étiez mis, ça pourrait être quoi? Le scrapbooking. Voilà, scrapbooking, c'est vrai que c'était sympa et tout, ça a été la mode il y a 5 10 ans en arrière. Mais si le scrapbooking, c'est pas pour vous, si vous êtes rendu compte que finalement, vous n'êtes pas assez minutieuse, que ça vous prend trop de temps, ou que ça prend trop de place, parce que c'est gros quand même des albums en scrapbooking et tout, ben, séparez-vous-en. Vous avez le droit d'être une nouvelle femme actuellement. Vous avez le droit d'avoir changé et d'évoluer, et c'est tout à fait normal et OK. En fait, il faut faire le parallèle entre ces objets pratico-pratiques avec vos enfants qui grandissent. Vos enfants, maintenant, s'ils font du 10 ans, c'est normal que les vêtements qui ne leur vont plus, qui ne sont plus adaptés à leur taille, sortent de la maison. Donc, c'est pareil pour vous. Tout ce qui est pratico-pratique et loisirs créatifs, sport, etc., ustensiles de cuisine, si ça correspond plus à la personne que vous êtes maintenant, à la famille que vous êtes maintenant, il faut que ça sorte. OK? Après, c'est vrai que tout ce qui va être un peu plus sentimental, des fois, il faut un peu creuser. Par exemple, moi, je le vois, c'est les livres scolaires. D'accord? On prend l'exemple, vous avez maintenant 40 ans. Donc, 40 ans, ça va faire 20 ans que vous avez quitté vos études. D'accord? Vous êtes dans la vie active, vous avez eu votre métier, vous avez votre propre expérience terrain, vous vous êtes fait votre vision de votre métier maintenant. Et les techniques que vous utilisez maintenant, avec le monde qui évolue tellement vite, ce sont plus forcément les techniques que vous avez appris il y a 20 ans en arrière. Moi, par exemple, si je vous donne mon cas particulier, moi, j'ai fait j'ai fait un BTS action commerciale et un bac pro vente représentation. J'ai appris des techniques de vente, d'accord? C'est plus ce qu'on fait maintenant. Moi, à l'époque, on ne vendait pas des coachings en ligne. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle qui pouvait nous aider dans la rédaction. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a 20 ans en arrière, Facebook, ça n'existait pas encore. Ou si ça existait, ça venait seulement de sortir. Il n'y avait pas Instagram, il y avait pas TikTok, il n'y avait pas tous ces logiciels d'emailing aussi performants qu'on a maintenant. Si je gardais tous ces cours que j'avais, j'aurais 3 cartons complets. Vous savez, des gros cartons, des gros volumes, mais ça vaut plus le coup de les garder. Alors on va me dire, oui, mais c'est sentimental. Je peux comprendre qu'un agenda, par exemple, ça peut être sentimental. Vous savez, votre agenda qui rappelle un peu votre parcours de vie ou quand on était au collège, vous vous souvenez, on aimait bien passer nos agendas, nos copains, copines, ils nous marquaient des petits mots, des petits messages, on faisait des petits dessins quand on était en permanence. Ça, c'est sentimental. Je veux bien qu'un cahier de poésie peut être sentimental, un calepin où on a fait des dessins, ça peut être sentimental. Par contre, je suis désolée, mais votre cahier de français et d'histoire-géographie, c'est pas sentimental, hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Et même si vous alliez me dire, oui, mais je les garde pour plus tard, montrer à mes enfants, mes petits-enfants, comment c'était l'époque dans le temps, comment ça se passait l'école, les cahiers, etc. Sincèrement, si vous avez mon âge, si vous avez 40 ans, vos enfants, ils ont potentiellement entre 6 ans et 15 ans, d'accord? Est-ce qu'une fois, vous avez réellement montré votre cahier, vos cahiers d'école à vos enfants pour montrer comment c'était? Si la réponse est non, on se sépare de ces objets. C'est pareil, j'ai déjà vu des personnes qui avaient des échantillons, vous savez, Avon ou de maquillage, etc. Parce que pendant un temps, elles ont été vendeuses à domicile et elles ont vendu, ou les tupperwares, typiquement, c'est aussi, ça prend énormément de place. Vous avez été vendeuse pour tupperware et vous avez eu plein de cadeaux tupperware, si vous avez gagné des points parce qu'il fallait faire des démonstrations, etc. Ça va faire plus de 6 ans que vous n'êtes plus vendeuse à domicile de tupperware ou de produits Avon ou de maquillage, etc.
Est-ce que ça vaut le coup de garder tous ces échantillons-là s'ils ne servent à personne? J'ai déjà désencombré des maisons où je voyais encore, mais des blocs complets de flyers, de cartes de visite, de supports pour mettre des expositions, de calepins de vente. Vous avez les bons de commande, etc. Ça vaut pas le coup de les garder. On peut s'en séparer. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qu'on peut se séparer. Merci pour les conseils. Ben, de rien. Je vais tester. Je dois vous laisser. Belle journée. Belle journée, Aurélie. À bientôt. Voilà. Alors, je vois que le temps passe à faire 1 heure qu'on est ensemble. Donc, si vous avez encore des questions, je nous consacre encore 5 minutes. Ou sinon, vous pouvez les poser dans le groupe de Facebook. Mais voilà, je pense qu'on arrive sur la fin. Il est 1 heure. On commence tous à se déconnecter. On a tous faim, peut-être aussi. On n'a pas encore eu le temps de manger ou de reprendre votre travail. Donc, je ne vais pas vous reprendre plus longtemps. Donc, s'il n'y a pas d'autres dernières questions, je vérifie dans le chat, mais je vais vous laisser. Mais en tout cas, j'espère que ce live vous a plu et que ça a été des déclics pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Du coup, il n'y a pas d'autres messages. Je vous dis à demain. Ciao!